Bonjour, chers candidats au baccalauréat D de la session 2019. Dans le cadre de votre préparation en SVT, nous allons traiter le sujet 2 de la session 2016. Partie A, question à choix multiples. Affirmation 1. Le taux de glucose sanguin dans la veine porte hépatique est toujours égal à celui des veines sus. Proposition B est constante tout au long de la journée. Proposition C est plus élevé que celui des veines sus hépatiques en période de jeûne. Proposition D augmente à la suite d'un repas riche en glucides. Les glucides sont constitués de glucose. Il va de soi qu'après un repas riche en glucides, que la glycémie augmente. La bonne proposition, c'est le D. Affirmation 2. Une maladie autosomale récessive. Proposition A se manifeste chez le père ou la mère d'un sujet atteint. On sait tous que pour une maladie autosomale récessive, les parents peuvent être sains, mais avoir une descendance atteinte de la maladie, de la pathologie. Donc c'est faux. Proposition B affecte systématiquement un enfant sur 4 dans une famille. Ça, ce sont les résultats théoriques. Théoriquement, oui, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Proposition C ne s'observe dans la descendance des parents sains que s'ils sont hétérozygotes l'un et l'autre. Effectivement, s'ils sont hétérozygotes, chacun des parents peut donner pendant la gamétogenèse l'allèle morbide et ainsi avoir un enfant malade. Proposition C. Exact. En 3, la vaccination permet la formation de cellules en mémoire qui déclenchent la réponse secondaire, c'est vrai, parce que dans un vaccin, on peut avoir des microbes affaiblis. Dans un vaccin, on peut avoir des microbes morts. Le but étant d'introduire l'agent pathogène dans l'organisme d'un patient sain, mais un agent pathogène affaibli. Comme ça, l'organisme s'habitue à le combattre grâce à ces cellules mémoire. Proposition est donc vraie, le 3A. Le potentiel, affirmation 4. Le potentiel d'action, proposition A, naît automatiquement quand un neurone est stimulé. C'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que la stimulation peut ne pas atteindre l'intensité seuil, peut ne pas atteindre l'aréobase. Or, pour avoir un potentiel d'action, il faudrait que l'intensité seuil soit atteinte. Ce petit b, proposition B, se propage avec amortissement depuis son site générateur jusqu'à la borisation terminale du neurone. C'est faux. On sait que le potentiel d'action se propage sans amortissement depuis le site générateur jusqu'à la borisation terminale. Proposition C se propage de manière identique depuis son site générateur jusqu'à la borisation terminale. C'est donc vrai, la meilleure proposition, parce que le potentiel d'action sur une fibre nerveuse obéit à la loi du tout ou rien. Soit on a toute la valeur d'amplitude du potentiel d'action, soit on n'a rien. En partie B, question à réponse ouverte, donc le QRE, il nous est demandé de définir les termes. On va donc définir le terme génome. C'est quoi le génome? Ensemble de tout le matériel génétique d'un être vivant. Bien sûr, il s'agit de quoi? De son ADN. Deuxième définition, exome. C'est quoi un exome? Vous savez, dans l'ADN, il y a des parties qui codent pour des protéines, et il y a des parties qui ne codent pour aucune protéine. L'exome est dans la séquence d'ADN transcrite en ARN pré-messager, en ARN pré-messager conservé dans l'ARN messager après excision
après après excision et pouvant être traduite en protéines et pouvant être traduite en protéines. C'est-à-dire quoi? Dans l'ADN, il y a des parties qui codent des protéines qui sont des exons, il y a des parties non codantes appelées introns. Donc après la transcription, on a l'ARN prémessager. L'ARN prémessager va subir le phénomène d'épissage qui va retirer tous les introns de telle sorte qu'on ne va rester qu'avec les exons. Un cycle haplophasique c'est quoi un cycle haplophasique? Ensemble des étapes, du développement d'un être vivant, eucaryote, où la méiose suit immédiatement la fécondation. Pourquoi? Parce que la méiose va ramener l'individu à 2N. La fécondation, autant pour moi, ramène l'individu à 2N, permet d'obtenir une cellule œuf à 2N. La méiose qui suit immédiatement ramène l'individu à un état haploïde. Il passe ainsi toute sa vie dans un état haploïde, caractérisant ainsi quoi? Un cycle haplophasique. La praxie. C'est quoi la praxie? C'est la perte de la capacité à réaliser les mouvements volontaires coordonnés. Ça peut être dû à quoi? Dû à une lésion, de l'aire prémotrice. Partie C au choix. Exercice 1. Partie C au choix, exercice 1. La disparition massive des 3 quarts d'espèces vivantes il y a 65 millions d'années à la limite secondaire Crétacé a suscité de nombreuses théories, en réalité des hypothèses, qui s'appuient sur quelques observations de terrain. Ainsi, la position stratigraphique du passage de l'ère secondaire à l'ère tertiaire est repérée dans de nombreux sites par la présence d'une fine couche noire d'argile. Cette couche marque une discontinuité lithographique frappante. La suite présente dans les argiles correspondait à la combustion d'au moins 25% de la biomasse continentale à la fin du Crétacé. Au niveau des couches noires d'argile, une équipe de chercheurs a mis en évidence une teneur en iridium anormalement élevée. La suie est une substance noire, granuleuse ou poussiéreuse, produite par la combustion incomplète. L'iridium est un métal grisâtre à l'aspect irisé très dense, réfractaire, chimiquement inerte, très rare dans la nature, mais très utilisé dans les alliages avec la platine. Précisez en quoi ces observations renforcent l'idée de crise. C'est la première question. Donc déjà, premièrement, on va noter que la discontinuité lithographique, en classe de première, vous avez vu les déformations tectoniques, vous avez vu la formation des couches de terrain. Une faille peut impliquer une crise. C'est ce qui arrive ici. S'il n'y a pas de continuité entre les couches de terrain, on peut supposer qu'il y a eu un phénomène ou un événement qui a pu interrompre la formation des couches de terrain. Donc la discontinuité lithographique et la combustion d'environ 25% de la biomasse ne peuvent se produire
que dans les conditions extrêmes, que dans les conditions extrêmes, engendrant de profondes modifications. D'où l'idée de crise. D'où l'idée de crise. Vous vous rendez compte, 25% de la biomasse de la Terre, donc 25% des êtres vivants, animaux et végétaux qui disparaissent. Cela ne peut être qu'engendré par une crise. Quelles peuvent être les hypothèses possibles de la crise? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la disparition d'une quantité aussi importante de biomasse? Cela nous amène donc à la question de... On peut avoir deux hypothèses. Deux hypothèses. La présence de la suie. La présence de la suie provenant de la combustion. De la combustion de 25% de la biomasse ne peuvent se produire que dans, faites penser, ne peuvent se produire que dans le cas d'une éruption volcanique. D'une éruption volcanique. Même qui peut entraîner la disparition de 25% des êtres vivants. Deuxième point, la présence élevée d'iridium. La présence élevée d'iridium laisse penser que la crise a été provoquée par une météorite. Sur ce, nous pouvons passer à l'exercice 2. Au choix. Exercice 2. Chez les espèces à reproduction biparentale, il existe une alternance apophase-diprophase. Cette alternance est ponctuée par deux mécanismes biologiques qui se compensant mutuellement assurent le maintien de la formule chromosomique de génération en génération et contribuent donc à la stabilité de l'espèce. Nommez ces deux mécanismes biologiques. En un, comme mécanisme biologique, nous avons donc la fécondation et la méiose. La méiose et la fécondation. Maintenant, on demande donc le cycle de développement. Tracer un schéma général du cycle de développement chez ces espèces. Le schéma général du cycle de développement chez ces espèces diploïdes peut être le suivant. C'est des espèces diploïdes. Si c'est dans le cadre de l'espèce humaine, la femelle va produire un seul ovocyte, un seul ovule à partir d'un ovocyte, tandis que le mâle va produire 4 spermatozoïdes à partir d'un spermatocyte. Donc si on a donc un mâle adulte, il va d'abord produire, à partir de la division réductionnelle, deux cellules qui sont à N, deux cellules à N qui à leur tour vont donner des chacune va donner 2 spermatozoïdes. On a donc les 2 spermatozoïdes. Et la femelle, quant à elle, va donner, voilà, et un globule polaire. Ce gamète va également donner notre gamète et quoi? Et un second globule polaire. Ces deux-ci vont fusionner pour donner quoi? Une cellule œuf. On a la gamète, ça, globule polaire. Voilà. Ainsi, la cellule œuf maintenant
peut donc évoluer pour donner, on a une femelle et le phénomène se passe, ça peut être une femelle comme ça peut être un mâle, on a là un mâle, on a là une femelle. L'individu, au cours de son existence, est à 2 N. La cellule œuf elle-même est à combien? À 2 N. Là, c'est des spermatozoïdes, l'ovule, les globules polaires, spermatozoïdes et ovules fusionnent pour donner la cellule œuf. L'individu se développe donc à 2 N. Question 3. Et bien évidemment, toute cette partie-ci concerne quoi? La méiose. Tandis que là, nous avons quoi? La fécondation. La question 3 va porter sur l'importance de ces deux phénomènes. Importance des deux phénomènes. Des deux phénomènes. La méiose va servir à quoi? Le rôle de la méiose. Passage de 2N à combien? À N. À N chromosomes. Pendant la gamétogenèse et la fécondation, le passage de N à 2N chromosomes pendant la gamétogenèse. Maintenant, en grand 2, l'exploitation des documents. Exploitation des documents. Dans l'organisme, le système immunitaire, entre autres moyens de lutte contre le non-soi, reconnaît et détruit les cellules tumorales qui sont des cellules anormales. Les cellules tumorales sont des cellules qui proviennent par exemple d'un cancer, c'est-à-dire une multiplication anormale de cellules. Ces dernières présentent à leur surface des antigènes spécifiques de la tumeur. Le schéma que nous avons sur l'épreuve présente différentes expériences de greffe d'une tumeur. En première question, précisez pourquoi la greffe qui est effectuée entre deux souris. Précisez le pourquoi de la greffe est effectuée entre deux souris de même groupe tissulaire. Pourquoi est-ce que lorsqu'on veut réaliser une greffe, on ne peut le faire qu'entre des individus qui sont du même groupe? Donc, il faut savoir que parmi les individus de même groupe, il y a ce qu'on appelle le phénomène de compatibilité. Donc, on peut réaliser une greffe qu'entre individus qui sont compatibles. Sinon, le greffon va être rejeté par le receveur. Donc, à 1, la greffe est effectuée. La greffe est effectuée sur les souris de même groupe. Sur les souris de même groupe. Pour éviter le rejet, tout simplement. Pour éviter le rejet. Question 2A. Relevez le rôle joué par les anticorps LT4 et AC, les anticorps anti-LT4 et les anticorps anti-LT8. Les anticorps anti-LT4 sont des anticorps qui détruisent les LT4, les anticorps anti-LT8 détruisent les LT8. Donc, les AC anti-LT4 et AC anti-LT8 neutralisent respectivement les LT4 et neutralisent respectivement les LT4 et LT8.
Mais on constate que les souris qui ont été traitées par les anticorps anti-LT4 et anti-LT8 meurent. Qu'est-ce qui a pu provoquer leur mort? Tout simplement, en 2B, elles meurent, les souris, elles meurent, donc souris, des expériences 2 et 3, de suite d'une immunodéficience, car elles sont privées de LT4 et de LT8. Car dans les deux expériences, la défense immunitaire spécifique ne peut être assurée, vu que ces souris n'ont pas de LT4 et n'ont pas de LT8. Elles ne peuvent donc pas réaliser la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Cellulaire ne peut être assurée. Voilà donc la cause de leur mort. Et qu'est-ce qu'il va donc expliquer? Donc de là, on peut donc déduire quelles sont les cellules qui sont efficaces dans la lutte contre la tumeur. Ces souris n'ont pas pu survivre à la tumeur. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas de LT4 et de LT8. Les souris qui ont des LT4 et des LT8 survivent. On peut donc déduire en 3 que deux cellules immunitaires efficaces contre la tumeur sont les LT4 et les LT8. En leur présence, les souris survivent. En leur absence, les souris meurent. Donc, elles sont efficaces dans la lutte contre la tumeur. Qu'est-ce qui va donc expliquer la régression de la tumeur dans l'expérience 4? Parce que dans l'expérience 4, les souris qui souffrent de tumeur ont reçu des LT8 qui ont été prélevés chez d'autres souris souffrant de tumeur. Ces LT8 qu'elles reçoivent sont déjà sensibilisés contre la tumeur. Donc lorsqu'elles reçoivent cette injection de LT8, cela va renforcer leur immunité et leur capacité à combattre la tumeur. Donc en 4, la régression de la tumeur chez les souris de l'expérience 4 est due au LT8 qu'elles ont reçu de souris souffrant de souris souffrant de tumeur. Ces LT8 ont déjà été sélectionnés. Et activés par les interleukines. Elle confère donc une immunité contre la tumeur. En 5, à la question 5, il nous est demandé de déterminer, d'expliquer le mécanisme, de relever le mécanisme qui permet la destruction des cellules tumorales.
La destruction des cellules tumorales, on va voir que pour qu'il y ait destruction des cellules tumorales, il faut l'intervention des LT4 et des LT8. Donc, la destruction des cellules tumorales est due à la coopération entre LT4 et LT8. Plus individuellement, ils ne peuvent pas détruire les cellules tumorales. Il faut les deux, la participation des deux types de lymphocytes pour que les cellules tumorales soient détruites. Et en 6, la dernière question, détermine le type de réponse immunitaire qui permet la régression tumorale. Les tumeurs sont formées de cellules. Donc, pour les détruire, il faut une réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. En partie B de l'exploitation des documents. Parmi les récepteurs sensoriels de la peau, les corpuscules de Pacini sont ceux qui sont sensibles à la pression. Pour comprendre comment le message nerveux naît à partir des récepteurs, on réalise l'expérience schématisée au document 5-6 contre. Les résultats des enregistrements effectués à l'aide de l'oscilloscope sont présentés au document 6-6 contre. Première question. Nommer ces observer les enregistrements de A en O1 document 6 et proposer deux arguments qui permettent d'affirmer qu'il ne s'agit pas des potentiels d'action. Première des choses, quand on observe un potentiel d'action, son amplitude est la même. L'amplitude de tous les potentiels d'action sont égales. Mais à 1, ici on va voir que ici, l'amplitude varie en fonction de l'intensité de stimulation. Il ne peut donc pas s'agir d'un potentiel d'action. Donc 1, l'amplitude varie avec l'intensité de stimulation. Alors que nous savons tous que sur un potentiel d'action, l'amplitude ne varie jamais. Deuxième question. Nommez ces enregistrements de O1. On va donc dire en question 2, si l'amplitude varie en fonction de l'intensité, R1 relié à O1 n'est pas relié à une fibre, mais à un récepteur sensoriel. C'est au niveau du récepteur sensoriel que l'amplitude augmente avec l'intensité. Pourquoi? Parce que le récepteur sensoriel code en modulation d'amplitude. Question 3. Précisez ce que représentent les enregistrements O2. Quand on va observer les enregistrements O2, qu'est-ce qu'on va constater? Que l'amplitude des potentiels d'action sont comment? Égales. On peut donc conclure qu'il s'agit de quoi? D'un potentiel d'action. Les enregistrements en O2 sont des potentiels d'action. En 4, quelle est donc la condition? Puisque en 1, nous avons dit, en 2, nous avons dit qu'il ne s'agit pas de potentiel d'action. Quelle est donc la condition pour obtenir un potentiel d'action à partir d'un récepteur sensoriel? La condition, c'est quoi? Il faut que l'intensité de stimulation soit au moins égale à l'intensité seuil. L'intensité de stimulation
porter sur le récepteur sensoriel, doit atteindre une valeur seuil. Ça lui doit au moins atteindre quoi? L'aérobase, une valeur seuil de dépolarisation. Une valeur seuil de dépolarisation pour déclencher un potentiel d'action. Et enfin, la dernière question. Comment peut-on justifier l'allure monophasique des différentes coupes? On va simplement justifier cela. Si on a une allure monophasique, on peut avoir une allure diphasique. Parce que quand nous avons une allure diphasique, cela suppose que nous avons utilisé plusieurs électrodes, notamment 2. Mais ici, nous avons utilisé une seule électrode comme réceptrice. C'est pour ça que nous avons une allure monophasique. L'allure monophasique s'explique par l'usage d'une seule électrode réceptrice à la surface de la fibre. Grand 3, saisie de l'information biologique et appréciation. Le rachitisme est une maladie du squelette due le plus souvent à une carence en vitamine D. Dans certains cas, le traitement par la vitamine D est inefficace. Ce type de rachitisme est dit vitamino-résistant. Un autre type de rachitisme est héréditaire. Ce dernier est très répandu dans la population. L'arbre généalogique ci-contre montre sa transmission dans une famille. Première question. L'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif? Comment savoir qu'un gène est dominant ou récessif? Il est dominant lorsque chaque enfant malade a au moins un parent malade. Il est récessif lorsque les enfants malades ont des parents sains. On va donc répondre le gène responsable. Est dominant. Justification. La justification est que chaque enfant malade a au moins un parent malade. En 2, s'agit-il d'une hérédité autosomale ou gonosomale? L'hérédité est gonosomale. Nous allons justifier gonosomale. Justification de la réponse. Lorsque le père est rachitique, toutes les filles sont atteintes. Et aucun garçon n'est atteint. On a là 27 garçons normaux, 27 normaux, garçons qui sont normaux, et les filles, 34 filles malades. Voilà dans votre justification. Ceci laisse penser que le gène est porté par le chromosome X, car un père ne peut transmettre
que le chromosome X a ses filles et à ses garçons, et le chromosome Y a ses garçons. Question 3. Quel peut être l'état de santé de l'enfant 4-4 au vu de l'arbre généalogique, qui est un garçon bien sûr? L'enfant 4-4 qui est un garçon devrait être sain, devrait être sain. Or, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. On va donc justifier. On peut donc admettre, on peut admettre que chez le père, lors de la spermatogénèse, oui, il y a une mauvaise disjonction des hétérochromosomes. Oui, parce que le père ne devait transmettre que le chromosome Y sain. Comment se fait-il qu'il est un garçon malade? Cela suppose que la lettre de la maladie qui est portée par X, c'est lié au chromosome Y. D'où la formation de spermatozoïdes anormaux. Spermatozoïdes de la spermation de spermatozoïdes anormaux XR, R représentant le rachitisme, et Y intervenant dans la fécondation. Responsable de la maladie de 4-4, ce qui va engendrer un syndrome de Klinefelter en plus du rachitisme. Felter, où on voit maintenant un X grand R pour le rachitisme, X petit r normal et un Y. En 4. Autrement dit, l'homme qui est X, R, Y, au lieu de produire des spermatozoïdes XR ou des spermatozoïdes Y, a plutôt produit des spermatozoïdes qui sont XRY. Donc il n'y a pas eu séparation des deux chromosomes. Donc on se retrouve avec un spermatozoïde XRY. Quand à ce spermatozoïde s'ajoute le X de la mère, on se retrouve avec un enfant qui souffre non seulement de rachitisme, mais également du syndrome de Klinefelter, à cause de l'absence de disjonction des chromosomes au moment de la spermatogénèse. Le génotype de l'enfant à naître. Génotype de l'enfant. Soit R, soit petit r, l'allèle récessif, et grand R, l'allèle morbide. Ok. Si l'enfant est un garçon, si l'enfant est garçon, son génotype sera X petit r Y ou X grand R Y. Mais s'il s'agit en B d'une fille,
On a donc, si l'enfant est une fille, donc là, on est en train de donner les génotypes possibles. Si l'enfant est une fille, en ce moment, on peut avoir XR ou X grand R, X petit r. Parce qu'il nous est demandé les génotypes possibles de l'enfant à naître. On a le génotype d'un garçon sain, le génotype d'un garçon malade, le génotype d'une fille saine et le génotype d'une fille malade. Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous en avons fini avec le sujet de la session 2016. Merci.